123 € ou autour de 110 € avec la réduction, c'est le prix actuel de cet écran sur Amazon. Et à ce prix, KTC annonce un écran gaming 24 pouces Full HD incurvé qui peut monter jusqu'à 240 Hz. En vrai, j'avais une raison un peu plus personnelle de vouloir le tester, c'est justement à cause de son prix. On dirait juste un petit écran pas cher, mais quand on a un budget serré et surtout quand il est serré, je sais très bien que 100 €, ça peut représenter beaucoup et que chaque euro compte. Attention, je ne m'attends pas à des perfs d'un écran à 300 €, du coup je me suis vraiment posé la question en vrai, si on a vraiment un bon écran gaming ou bien on a trop coupé partout et finalement ça devient moche. Alors je l'ai passé à la sonde, j'ai testé le ghosting sur les tests OVNI, mais aussi en jeu sur CS2, Apex Legends, Forza Horizon 5, GTA 5 et je l'ai même utilisé sur Netflix et YouTube pour voir s'il pouvait servir à autre chose qu'en gaming. Et il y a justement un point à connaître si vous voulez l'acheter, surtout pour jouer à des FPS compétitifs, mais ça, on y reviendra. Mais je vous ai trouvé plein de petites astuces pour en faire la meilleure image et surtout en profiter au maximum du maximum. Son petit nom, c'est le KTC H24 S17P. Bon, heureusement, on n'a pas besoin de retenir la référence, retenez juste qu'on est sur un écran de 23,6 pouces au format 16 neuvième avec une définition Full HD de 1920 par 1080 pixels. Et perso, surtout sur cette diagonale-là, le Full HD ne me choque absolument pas. On garde une image suffisamment fine à une distance normale du bureau. Moi, habituellement, je suis aux alentours de 60 cm et ça le fait nickel. Et surtout, ça permet d'aller chercher beaucoup plus facilement les fameuses 240 images par seconde sans avoir besoin d'une carte graphique de fou furieux. Je pense qu'on est tous d'accord, ce qui est le plus important dans cet écran, c'est son taux de rafraîchissement. Et oui, on a bien les 240 Hz, aussi bien sur le DisplayPort 1.4 que sur les deux ports HDMI 2.0. À l'arrière, donc on a deux HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, une sortie jack 3.5 et un USB pour les mises à jour. Il n'y a pas de hub USB-C, ça reste assez simple. Le pied aussi est assez simple, on peut régler l'inclinaison de -5 à +15 degrés, et c'est tout. Pas de réglage en hauteur, pas de rotation, de mode portrait ou quoi. Pour moi, c'est le premier compromis que je vois. Par contre, KTC a eu la bonne idée de mettre à l'arrière une fixation VESA 100 par 100. Donc après, si comme moi, vous utilisez un bras d'écran, c'est un problème qui n'est pas vraiment un problème. Après, forcément, on ne peut pas passer à côté de la courbure de 1500 R sur un écran de seulement 24 pouces, ça reste quand même assez léger à l'usage. J'avais peur justement un peu le côté écran incurvé juste pour pouvoir écrire incurvé sur la boîte, mais finalement une fois posé sur le bureau, on s'y habitue super rapidement. C'est pour l'immersion, mais là j'avoue que sur un rayon de 1500 R, donc on voit il y a quelque chose, mais c'est pas non plus la folie. Ça reste très agréable à l'utilisation et même dans les jeux c'est plutôt cool. Mais bon, après la qualité du pied ou la courbure, c'est pas ça qui va dire si l'écran est intéressant. Moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est la dalle. Et ben du coup, c'est là que j'ai sorti la sonde. Au niveau de la dalle, KTC utilise une dalle VA. La fiche technique, ça annonce 350 nits de luminosité, un contraste de 3000 pour 1, 99% du gamut sRGB et un delta E inférieur à 2. Sauf que vous me connaissez, les chiffres annoncés par le constructeur, c'est bien, mais quand je peux les mesurer moi-même, c'est quand même déjà mieux. Et on a déjà une bonne première surprise, c'est la luminosité sur mon exemplaire. Je mesure environ 340 nits au maximum, donc KTC est très proche des 350 nits annoncés. Ça veut dire que pour un écran utilisé dans une pièce normalement éclairée, c'est largement suffisant. En tous les cas, à l'œil comme ça, j'ai pas eu l'impression que l'écran manquait de luminosité même en pleine journée. C'était même plutôt l'inverse, c'est sûr que c'est mieux d'avoir 500 nits, mais là, ça m'a suffi. Mais du coup, là où la dalle VA devient beaucoup plus intéressante, surtout par rapport à des dalles Fast IPS qu'on a déjà testées sur la chaîne, et qui restent à environ 1000 pour 1, c'est sur le contraste. C'est annoncé 3000 pour 1, et je mesure environ 3900 pour 1, donc quasiment 4000, ce qui est juste incroyable. On a presque 25% de plus que ce qui est annoncé, et ça c'est super cool, ça donne des noirs plutôt profonds et très agréables. Ça va devenir beaucoup plus visible tout à l'heure quand on va lancer des vidéos, et Forza Horizon 5 par exemple, mais d'abord on va regarder les couleurs. Dans le mode natif, en volume, j'arrive à environ 104% du sRGB, annoncé 106, on est pas mal du tout, et pour l'étendue, on est à presque 96%, annoncé 99, pareil, on est pas mal. Les couleurs sont légèrement plus saturées, et perso, surtout pour du gaming, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire, je préfère, et certains préféreront aussi cette image un peu plus punchy, c'est un peu plus agréable à l'œil, c'est chaud. Et du coup, au niveau des couleurs, on obtient un delta E moyen autour de 0,74. Plus on se rapproche des 0, plus les couleurs affichées correspondent aux couleurs qu'on est censé avoir. On dit souvent qu'en dessous de 2, c'est vraiment ok, donc là c'est plutôt cool, être en dessous de 0,8, c'est franchement très correct. Après, si on regarde un peu sur les côtés, on voit que c'est un peu moins bon, donc on aura un bon respect sur le centre, mais à droite, on a 1,80 en bas à droite, 3,12 et même 3,78 en haut à gauche. Bon, c'est pas dramatique, donc si vous cherchez quelque chose de plus fidèle pour travailler une photo ou une vidéo, c'est surtout les côtés qui vont pêcher. Maintenant, l'écran n'est pas parfait non plus, surtout sur mire complètement blanche,
On peut voir une perte de luminosité sur certaines zones autour du centre, ça fait un effet un petit peu vignette. Sur du contenu normal, personnellement, ça ne m'a pas du tout sauté aux yeux, donc franchement, ça va. Petit conseil par contre, je vous conseille de passer la température de couleur sur Warm. Le mode par défaut tire légèrement vers le bleu, on a à la sonde environ 7500 Kelvin, ça arrive souvent sur les écrans de ce type, parce que plus on a de bleu, plus on a l'impression d'avoir de la lumière. Avec le mode Warm, on se rapproche beaucoup plus des 6500 Kelvin qu'on cherche normalement, c'est le blanc neutre. J'ai trouvé à la sonde 6542 Kelvin, donc là c'est parfait. Et le mode Cool est carrément bleu, j'ai trouvé plus de 9200 Kelvin pour moi, c'est vraiment trop bleu. Mais sur une image blanche uniforme, c'est visible, surtout si vous cherchez. L'écran accepte aussi un signal HDR10. Par contre, je vous le dis de suite, achetez pas cet écran pour le HDR. On n'a pas assez de luminosité, de contraste, les couleurs sont plates, donc oui, le signal HDR fonctionne, mais on n'aura forcément pas le rendu ouf d'un écran qui est vraiment conçu autour du HDR. Mais sur un écran de 240 Hz, on peut afficher 240 images par seconde, mais si les pixels mettent 3 plombes à changer de couleur, vous allez quand même avoir une image qui bave, et c'est justement là maintenant que ça devient intéressant. La dalle est annoncée pour 12 millisecondes de temps de réponse de base, et on peut descendre à 6 millisecondes avec l'overdrive. J'ai filmé l'écran à 300 images par seconde en caméra poursuite, et j'ai testé les différents réglages d'overdrive disponibles. Parce qu'il y en a quand même 5, off, standard, advanced, ultra fast et dynamic overdrive. On voit que en off, donc sans overdrive, on voit assez clairement une traînée derrière l'objet. En standard, ça commence à s'améliorer, advanced accélère encore les transitions et ça s'améliore plutôt pas mal, et à 240 Hz, c'est le mode ultra fast qui me semble donner le meilleur compromis. Le dynamic overdrive est pas beaucoup mieux que l'advanced, en ultra fast, les transitions deviennent plus rapides sans complètement casser l'image avec de l'overshoot. Par contre, et c'est le principal point faible que j'ai trouvé sur cet écran, on garde du ghosting, surtout sur les transitions et les traînées sombres. C'est pas parfait, on voit que même si on a une grosse fréquence, l'idéal c'est d'avoir un écran qui a un temps de réponse faible, donc les pixels peuvent changer vite, avec une haute fréquence d'image, mais là c'est annoncé 6 millisecondes pour 240 Hz, et pour que 240 Hz ça passe bien, normalement il faudrait 4,17 millisecondes environ. Après il y a l'astuce d'augmenter dans le menu le Black Equalize, ça fait un peu chuter les contrastes, mais en vrai c'est mieux pour le ghosting, et là on commence à être pas mal, on voit que c'est aussi pas parfait, mais au moins on a un truc qui rend déjà mieux que quand ça sort du carton. Du coup, comme l'écran est un 6 millisecondes, j'ai testé en 144 Hz, c'est à peu près 7 millisecondes, donc on n'est pas trop loin pour voir ce que ça donne, et au final on se retrouve avec un petit peu plus de ghosting encore qu'en 240 Hz. C'est un écran qui dispose également du MPRT. Le MPRT, c'est un mode qui fait clignoter le rétroéclairage pour essayer d'améliorer la netteté en mouvement. Le problème, c'est qu'on fait tomber la luminosité max de presque 350 nits à 100. Donc ça fonctionne, hein, on voit que c'est quand même intéressant, mais ça enlève trop de lumière à mon goût et je préfère un écran bien clair, bien lumineux, donc je reste sur les 240 Hz avec l'overdrive correctement réglé. Le MPRT, c'est plutôt une option à tester chez vous en fonction de vos goûts, mais avec une grosse contrepartie sur la luminosité. Maintenant, il faut aussi remettre ça dans son contexte, déjà parce que je filme l'écran à 300 images par seconde pour chercher le défaut. À vitesse normale, c'est forcément beaucoup moins violent. Et surtout, est-ce que ça pose réellement problème en jeu? Bah du coup, maintenant, on joue. Premier test, c'est Counter-Strike 2. C'est sûrement le jeu qui exploite le mieux les 240 Hz. Avec une machine assez puissante, on peut atteindre les 240 FPS en Full HD assez facilement. Et la différence avec un écran classique 60 ou 75 Hz est énorme, mais ça, vous vous en doutez. Tout est tellement plus fluide, les mouvements de souris, les déplacements, les changements de direction, les changements d'armes, ou même le suivi des ennemis. Et honnêtement, sur CS2, j'ai trouvé que c'était vraiment agréable. Le 240 Hz apporte clairement quelque chose. Maintenant, le ghosting dont je vous parlais avant est toujours là, hein, quand on commence à vraiment le chercher, surtout sur les zones sombres. On peut le voir un petit peu, donc si vous êtes sensible à ce phénomène, donc ce qu'on appelle le ghosting, il faut le savoir. Moi qui le suis justement un petit peu, j'ai eu zéro souci, sauf une seule fois en pleine partie. Ça m'a beaucoup moins dérangé que sur le test en caméra de poursuite, juste sur certaines transitions de côté où on voit les adversaires et il y a un petit peu de traînée, mais autrement, ça le fait. J'ai gardé l'overdrive en ultra fast pour jouer à 240 Hz, c'est le réglage que je vous recommande si votre machine arrive à rester assez haut en FPS. Mais CS2, c'est justement le cas assez facile où on peut tenir beaucoup d'images par seconde. Sur Apex Legends, alors les FPS bougent beaucoup plus et il y a une autre fonction qui devient intéressante, c'est l'Adaptive Sync avec FreeSync ou G-Sync compatible, donc AMD et Nvidia, c'est OK. C'est assez simple, si votre carte graphique ne vous sort pas tout le temps 240 FPS, l'écran synchronise le taux de rafraîchissement avec le nombre d'images de la carte graphique. Donc
Plutôt que d'avoir par exemple un écran à 240 Hz pendant que le jeu est entre 140 et 190 FPS, là les deux essayent de rester synchronisés pour éviter les déchirures d'image. Sur Apex, ça fonctionne plutôt bien, c'est franchement fluide, même si le framerate bougeait plus que sur CS2. Après, il y a toujours un peu de ghosting dans les transitions rapides, je dis pas le contraire, mais ça empêche pas du tout de jouer. Et franchement, je pense que c'est sur Forza que j'ai le plus apprécié la dalle, pas trop à cause des 240 Hz, mais plutôt pour le mélange courbure, contraste et couleur. Les zones très colorées ressortent super bien, le ciel, les plantes, les voitures, l'image est vraiment sympa. Et dans les passages un petit peu sombres, le contraste de la dalle fait carrément le travail. On récupère des noirs qui restent assez profonds, et dans un jeu comme Forza, avec énormément de variations entre zones extrêmement lumineuses et scènes sombres, eh bien ça fonctionne plutôt bien. La courbure 1500R, ça donne un petit côté immersif que j'aime beaucoup. Après, je vais pas vous dire que l'écran transforme votre bureau en cockpit, on est sur 24 pouces, mais assez près, ça reste franchement très agréable. J'ai aussi testé GTA V, qui est aussi un jeu plutôt sympa à faire et à refaire. Moi de mon côté, c'est mon jeu où je fais tout et n'importe quoi, l'histoire m'intéresse pas à refaire, mais décompresser, juste ça me va bien. Bah là aussi, zéro problème, ça tient hyper bien la route, les couleurs et les contrastes sont là, sont confortables pour jouer. Pour les vidéos sur YouTube, j'ai testé des vidéos très colorées, des vidéos avec beaucoup de zones sombres, du texte et évidemment du HDR. Sur les vidéos avec énormément de scènes nocturnes ou du sombre, le contraste fait vraiment du bien. Les noirs sont assez noirs pour que l'image ne donne pas cette sensation complètement délavée avec du gris sur les images. En usage, tous les jours, l'écran est super propre. Pour regarder YouTube, naviguer sur internet, Discord, travailler, ça fait complètement le taf. Et KTC propose d'ailleurs plusieurs réglages de réduction de lumière bleue et du rétroéclairage flicker-free pour les longues sessions. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce KTC H24S17P? Bah clairement, côté point fort, déjà évidemment les 240 Hz. On a une dalle VA avec un bon contraste, des couleurs plutôt correctes, surtout quand on a choisi les bons réglages. L'Adaptive Sync, 3 entrées vidéo, une fixation VESA, une luminosité très correcte, même dans une pièce éclairée. Maintenant, côté point faible, le premier, c'est le pied. Il fait le job, mais il est limité à l'inclinaison. Si vous voulez régler la hauteur, ce sera bras obligatoire et vous n'avez vraiment pas le choix. Deuxième point, c'est le HDR, qui est là plus en déco qu'autre chose, mais comme souvent sur ces écrans, c'est une option sympa à mettre en avant, même si en vrai, on sait que 97% du temps, on s'en servira une fois pour voir, et que on l'enlèvera si ça ne nous plaît pas. Et puis il y a le ghosting dans les sombres, après c'est toutes les dalles VA, mais il faut quand même faire gaffe si vous êtes sensible, ça peut laisser une traînée. Après, l'overdrive améliore carrément les choses, surtout en ultra fast quand on joue à des FPS comme CS2 par exemple, mais ça fait pas complètement disparaître le truc, mais c'est vraiment le seul gros compromis que j'ai pu trouver pendant mon test. Et là, je répète, le réglage parfait, c'est overdrive en ultra fast, black equalize au max, lumière au max et couleur sur warm, c'est vraiment le meilleur réglage possible et franchement ça le fait. Alors finalement, pour qui est fait cet écran? À mon avis, surtout à quelqu'un qui veut un écran 240 Hz avec un petit budget. De toute façon, si aujourd'hui vous jouez sur un écran 60 ou 75 Hz, ce qui a été longtemps mon cas, que vous jouez à CS2, Valorant, Apex ou d'autres jeux qui peuvent tourner genre à 300 FPS, passer à 240 Hz, clairement, vous allez voir la différence. En plus, vous récupérez un écran qui reste très polyvalent derrière pour tous les jeux, les vidéos et les films. Maintenant, si la priorité absolue, c'est d'avoir les transitions de pixels les plus propres possibles et que le moindre ghosting vous dérange, je vous conseille de le tester en conditions réelles parce que franchement, avoir du Full HD 240 Hz, de l'Adaptive Sync, une dalle incurvée et cette qualité d'image globale, ça reste une proposition assez étonnante et même très convaincante. Vous avez le lien du KTC H24S17P dans la description si vous voulez aller voir son tarif actuel. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres écrans de ce genre avec la sonde et la caméra à haute vitesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et partagez si vous avez un pote qui cherche un écran. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!